Las Maravillas de Mali, le groupe qui est retrouvé dans ce film Africa Mia, donc le coup de cœur de Marie-France Brière sur ce FFA 2020, un film réalisé par Édouard Salier et Richard Minier. Richard, bonjour. Bonjour. Édouard, bonjour. Bonjour. Voilà, histoire que les auditeurs puissent faire la différence entre vos deux voix. Alors, c'est l'histoire d'une enquête sur combien d'années, Richard 18 ans, on va dire. 18 ans. Commencé fin 99. Et en fin 99, vous tombez par hasard. Vous êtes au Mali, vous êtes sur le point de fêter le jour de l'an, le passage à l'an 2000. Et dans une soirée, vous tombez par hasard sur un musicien, un flûtiste qui vous impressionne. Et vous cherchez à en savoir plus sur cet homme. Et de là va commencer votre quête d'un groupe mythique, enfin des membres de ce groupe mythique, Las Maravillas de Mali. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce groupe ? Qui sont ces gens ? Ce groupe, ce sont des jeunes étudiants maliens qui sont partis en 1964 pour recevoir une formation de professeur de musique à La Havane, dans le cadre des échanges entre les pays africains nouvellement socialistes et Cuba. Enfin, il y a eu d'autres exemples aussi avec Moscou, l'URSS, la Tchécoslovaquie. Et en fait, ils partent là-bas, ils vont passer 10 ans et au contact des plus grands musiciens cubains, ils vont décider, un an après leur arrivée, de monter un groupe. Et historiquement, c'est le premier et le seul groupe africain afro-cubain qui est sorti de l'Afrique et qui s'est mesuré aux plus grands musiciens cubains. La musique, évidemment afro-cubaine, ayant des racines en Afrique, il y avait la rumba congolaise et tout ça, mais les Maravillas sont un particularisme parce qu'ils mélangent musique africaine, langue bambara, langue française, langue espagnole, et c'est les seuls, en fait, à l'époque. Et alors, ça vous intéresse plus particulièrement parce que Richard, enfin, vous êtes particulièrement sensible à la musique puisque vous êtes vous-même producteur de musique. Oui, j'ai produit des artistes comme Géraud, Pauline Croze. J'ai travaillé en Jamaïque avec des stars de la Motown et tout ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ce premier voyage, j'y vais pas spécialement pour produire qui que ce soit ou découvrir qui que ce soit. Donc c'est un the right place, voilà. C'est ça. Je me suis retrouvé le bonhomme au bon endroit. Oui, et puis à l'époque, il faut remettre dans le contexte, il n'y a pas Internet, donc en fait, quand ce flûtiste me dit, moi je suis parti à La Havane dans les années 60, vous tapez Maravillas de Mali, il n'y a pas beaucoup il y a rien qui sort. Enfin, voilà, on est à AOL, hein, on n'est plus, on n'est pas à Google, hein, tu vois. Donc en fait, j'y suis allé, je suis retourné, je les ai rencontrés petit à petit. Donc c'est une enquête qui est devenue une quête, parce que sur 18 ans, une enquête, c'est beaucoup. Mais alors, ce qui est génial, c'est que dès le départ, alors je sais pas, vous étiez en vacances avec un ami, comme vous le dites, mais dès le départ, vous faites des images. Et ça, quand même, Édouard, ça doit être, c'est un cadeau du ciel quand on fait finalement un documentaire sur cette aventure, de voir que lui, il a tout documenté. Et au moment du montage et de l'assemblage du film, enfin de la construction du film, de voir à quel point finalement cette quête, elle a toujours été documentée. Oui, en plus moi j'ai rencontré, moi je connaissais Richard, on se connaissait depuis un moment, mais je connaissais un petit peu son obsession pour cette enquête, mais je suis arrivé beaucoup plus tard. Moi je suis arrivé en 2015, ça faisait déjà 15 ans que Richard faisait des images sans vraiment savoir non plus où ça allait le mener, et moi je suis arrivé un peu vierge de toute cette aventure et sa quête. Et quand j'ai débarqué, quand il m'a embarqué plutôt dans son histoire, il avait déjà filmé pendant 15 ans. Et moi, je suis arrivé, l'idée c'était moi, ce qui m'a fasciné en tout cas dans son histoire, c'est son obsession à lui, de ne jamais lâcher l'affaire et de continuer à rechercher et à enquêter sur ces musiciens. Donc moi, je suis arrivé avec un œil un petit peu différent. C'est pas... Ma caméra, c'est détourné sur Richard et sur son histoire avec ce groupe-là. Voilà. Ouais, parce qu'elle est incroyable, cette fascination et cette fascination, cette obstination, parce qu'il y a quand même sur la durée, c'est des gens âgés, donc en cours de route, vous perdez des musiciens qui sont en plus devenus des amis, donc il y a un aspect très, très personnel. Le film devient de plus en plus personnel. Et jamais vous avez... Jamais vous n'avez pensé, je ne sais pas, à douter, penser à renoncer ou disons quand je pars en 2010, ça fait quand même quelques années que j'ai du mal à proposer, enfin en tout cas à faire que ce projet existe auprès de partenaires financiers ou maisons de disques ou boîtes de prod. Et c'est vrai qu'en 2010, je pars avec le journaliste de Libération pour les 50 ans de l'indépendance du Mali. Et je me dis, si le film se fait pas, j'aurais eu 4 pages dans Libé, ils seront en photo. Enfin voilà, c'est ce que je raconte un peu dans le film. Mais pour moi, c'est un projet qui a toujours été
à côté de moi qui venaient, qui partaient au gré des opportunités et de ce qui se passait par rapport aux gens qui s'y intéressaient ou pas. Donc oui, il y a eu des doutes, hein, ça c'est clair, mais je me suis jamais dit que j'allais pas y arriver. Et en même temps, j'étais pas non plus sûr de toute façon que ça voit le jour un jour. Enfin voilà. Puis on est passé quand même d'un projet qui devait être un 52 minutes télé au début des années 2000, d'une facture beaucoup plus classique, je pense, avec des images d'archives, voilà, des témoignages, à la signature discographique avec Universal, où tout d'un coup, moi, de toute façon, il fallait que je réalise aussi l'album, et c'est vrai que j'avais besoin d'un œil neuf. Et l'apport d'Edouard a été aussi, comme il l'a dit, de fixer sa caméra sur lui. Et puis lui, il était vierge aussi de ça. Donc c'était intéressant au montage. Bien sûr. Que lui, il a découvert en fait un premier montage avec des images qu'il n'avait jamais vues. Et c'était important que lui se dise ça marche ou ça marche pas. Enfin voilà, parce que moi ça devenait plus vraiment objectif pour moi. Alors, moi, en tant que spectateur français qui ne connaissait pas du tout cette histoire, non seulement j'ai découvert donc une histoire, un groupe, Las Maravillas des Mali, mais en plus j'ai découvert pour moi ce qui est une sorte de Quincy Jones africain, qui est Bonkana Maïga, qui est cet artiste est absolument incroyable. Je veux dire, c'est un grand musicien. Bonkana Maïga, il a toujours été au bon endroit, au bon moment dans toute sa vie, parce qu'en fait, il est à Cuba dans les années 60, donc au firmament de la musique cubaine et puis l'euphorie castriste évidemment. Après il va aller à Abidjan, il va participer à l'éclosion de la musique africaine dans les années 70-80, il va monter Africando qui est en gros une version africaine de Maravillas, donc ce qu'il n'a pas pu faire. Il va se retrouver à New York aussi au moment où il y a la salsa, il va travailler avec Oumou Sangaré, il va travailler avec Myriam Makeba, avec Manu Dibango. C'est plutôt un homme de l'ombre, c'est-à-dire que c'est pas une star de la musique africaine comme aurait canté Salif Keita, mais c'est un très grand producteur qui est on le voit dans le film, qui est un peu fixé sur sa musique et un peu monomaniaque et un peu dur. Mais c'est un talent brut qui est, oui, c'est une star de la musique africaine, enfin en tout cas de la production, quoi. C'est quelqu'un qui est renommé en Afrique, c'est une vraie sommité, quoi. Edouard, c'était comment de le filmer? Parce que là, c'est vous qui filmiez à Cuba, quand il y a la réunion avec les musiciens cubains. C'était comment? Parce que d'abord, l'image est vraiment magnifique. Enfin, il y a en plus ce décor, c'est de la décrépitude, la magnifique décrépitude des bâtiments cubains. Enfin, toutes les couleurs, les vieilles voitures qui durent encore alors que normalement elles devraient être à la casse. Et ces retrouvailles elles sont terriblement émouvantes. Comment ça s'est passé? C'était facile de trouver sa place avec une caméra au milieu de tout ça? Oui, parce que finalement, vu que je suis arrivé un petit peu moi après, j'avais pas vraiment d'affect en fait avec les personnes que je filmais, donc j'avais un regard vraiment détaché. Moi, c'est plutôt Richard que je connaissais. Comme je disais, du coup, c'était pas si compliqué. Puis Richard a quand même une personnalité aussi assez fascinante et tout aussi exceptionnelle que Bonkana. Donc finalement, ça s'est passé naturellement. Ouais, non, c'était pas si compliqué que ça. Et après, c'est vrai que Bonkana était extrêmement généreux et nous a ouvert aussi son univers et son cœur. Et je pense que ça se voit dans le film aussi. C'est la façon dont. Oui, il a fallu trouver la clé, mais une fois qu'il s'est ouvert. Je crois que la confiance, elle s'est gagnée aussi parce qu'il a vu que j'étais pas là entre guillemets pour rigoler, hein, que je voulais aller au bout. Et puis je lui ai forcé la main. Et Bonkana, il savait aussi que j'allais faire quelque chose sur lui, que ça allait le mettre en valeur. Mais cette mise en valeur qu'il voyait au début en tant que personne est devenu quelque chose en tant que groupe et d'expérience de sa vie passée. Et donc ça l'a forcément touché. Enfin, on voit bien, il se transforme à la fois physiquement. Ah oui, totalement. C'est une deuxième jeunesse. Voilà, exactement. Il se cubanise. C'est-à-dire que quand je vais le voir en 2015 à Bamako et quand Edouard commence à nous filmer, là je me dis il est quand même mal en point. Et en fait c'est incroyable comment il peut être mal en point en novembre 2015 et comment en avril dans un avion il se levait à 6h du matin à la Havane, il écrivait. Donc il y a une espèce de force qui est revenu en lui, une espèce de seconde jeunesse. Et c'est vrai que cette confiance, elle s'est gagnée sur le temps. Et puis aussi, ce que vous avez raconté, c'est-à-dire qu'on perd, moi je perds à la fois des amis, des gens auxquels je me suis attaché, et lui perd une partie de sa jeunesse avec la disparition de ses camarades. Donc forcément, à un moment, au bout de 15 ans, il a lâché prise, quoi.
Mais vous, là, Richard, on parle de perte. Là, vous avez perdu justement cette quête, puisque quand on amène au bout, quand finalement l'objet est là, Africa Mia, qui sort je regarde le 16 septembre, donc c'est très bientôt, et précipitez-vous pour aller voir ce documentaire qui est absolument fabuleux et extrêmement émouvant. Qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup, voilà, la quête est finie, l'objet est là, et en plus il est réussi. Qu'est-ce qui se passe? Bah, écoutez, vu que ça s'est fait sur tellement d'années avec des émotions tellement diverses, je vais pas dire que ça ne me touche pas ou qu'il n'y a pas le bébé est là et tout ça, mais bon, entre-temps j'ai eu un enfant aussi, Ça il y a eu occupe. il y a eu d'autres événements, et puis moi ce projet m'a permis aussi de passer un peu d'une carrière de producteur de musique à plutôt de la réal, de l'image. Donc, pardon. Et je suis un peu aussi dans une nouvelle vie avec ce film, en fait, parce que ce film, c'est le film d'une vie, c'est la quête d'une vie, donc c'est une expérience tellement unique que ça m'amène aussi des opportunités. Et puis, je suis tellement ravi qu'ils sortent. Enfin, il y a quelque chose de miraculeux quelque part. Enfin, c'est pas qu'un miracle parce qu'on a forcé les choses, j'ai embarqué les gens, mais c'est tellement une sublime histoire et je vois qu'il y a beaucoup d'empathie autour de ce film et que les gens qui sortent, il y a des gens qui sont en larmes. Enfin, il y a bon, mon intention c'était pas de faire pleurer des gens, Ah bah mais c'est raté. Hein. Parce que Mais, moi j'ai chialé la moitié du film tellement il est chargé d'émotions quoi. Votre émotion, l'émotion des retrouvailles, tout ça. Enfin je veux dire on sent que c'est tellement enfin vraiment le projet d'une vie et que ces gens sont tellement fabuleux et on se dit c'est terrible parce que ce sont des grands musiciens, ils ont pas été reconnus à leur juste valeur, que tout d'un coup je découvre comme je l'ai dit une sorte de Quincy Jones africain qui est un musicien immense. Enfin, c'est terrible et toute cette émotion vraiment elle transpire à l'écran. Moi j'étais vraiment en larmes quoi. Je comprends que ce soit le coup de cœur de Marie-France Brière. C'est un film vraiment, c'est un documentaire exceptionnel. bah, merci. Et puis je dois dire aussi que c'est que moi mon intention première en tant que producteur de musique, c'était de remettre ce groupe dans l'histoire. Bah c'est fait. Voilà, donc on va dire la mission est accomplie, donc le fait que il soit remis dans l'histoire et qu'il n'y ait plus certes que Bon Canam mais que le groupe existe, qu'il y ait une expo photo, qu'il y ait un disque qui ressort, c'est quand même un projet cross-média, il y a une expo rencontre d'Arles, enfin il y a quelque chose de très large sur ce projet que j'ai toujours voulu faire mais qui était compliqué à mener. Et donc moi je suis ravi, je suis content et puis je suis content de faire de la promo, enfin je suis content d'en parler. Enfin vous pouvez imaginer que pendant 18 ans vous avez le temps de mûrir, il y a il y a tellement de choses à dire et puis c'est vrai que pour paraphraser Édouard, je pense qu'à l'écran on voit vraiment ce qui s'est passé entre ce groupe et moi. Voilà. Et c'est ça qui est important. L'humanité, le temps qui passe, la transmission, la relation entre deux producteurs de musique de deux continents différents, avec un troisième continent, enfin deux villes emblématiques de la sono mondiale qui sont importantes. Donc on peut pas faire mieux. Voilà, mieux dans le sens. Ça s'intitule Africa Mia, la fabuleuse histoire des Maravillas des Mali. Ça sort le 16 septembre 2020. C'est réalisé par Richard Minier et Édouard Salier. Merci à vous deux d'être venus parler de ce film.